Bonjour Jean-Maxime Corneille. Bonjour Irina, et merci pour votre invitation. Merci d'être là avec nous pour le dialogue franco-russe. Vous êtes juriste et analyste français dans les domaines politiques et questions stratégiques. Vous avez travaillé dans le cabinet d'influence, politique et d'intelligence économique. Là où vous partez pour les États-Unis pour surveiller de près les élections américaines. Où en sommes-nous avec les sondages à l'heure d'aujourd'hui ? Bien, on a vu vraiment que les véritables sondages qui sortent sont vraiment tous en faveur de Trump, et ça veut dire que d'un strict point de vue de la démocratie, on voit vraiment une énorme différence entre les meetings de Trump qui brassent vraiment, c'est un énorme mouvement sociétal, on le voit vraiment à tous les niveaux de la société, et de l'autre côté, les meetings de Kamala Harris qui, comme ceux de juste avant les dernières réunions de Biden, portaient de grossières stigmates ou bien de manipulation ou bien des suspicions même d'intelligence, d'image générée par intelligence artificielle. On a eu plein de petites choses comme ça et ça a été croissant. On avait ça déjà à l'époque de la campagne de 2020. En fait, dans le contexte Covid, on avait des excuses, on pouvait ne pas mettre grand monde, etc. Mais là, ça se voit tellement qu'il devient réellement difficile de cacher l'affaire. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc on sent une certaine nervosité de la part de l'État profond qui clairement a généré Kamala Harris, mais vraiment comme un produit. Et en fait, depuis des années, je traduis les initiés notamment du renseignement militaire américain, ceux qui avaient été derrière les réseaux Trump, qui avaient été les têtes de réseau non liées par le devoir de réserve, derrière ce qui a été la victoire de Trump en 2015-2016. C'est ce qui s'était préparé dès 2011, mai 2011, quand Obama devait justifier de sa nationalité au moment de sa naissance, etc., parce qu'il était inconstitutionnel, en fait, à l'époque. Mai 2011, c'était les premières prises de parole de ce réseau-là, et surtout l'affaire de Benghazi en septembre 2012, c'est-à-dire un énorme risque de guerre du bras armé américain entraîné par les anglo-israéliens contre l'Iran dans un contexte qui était contraire aux intérêts stratégiques américains. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'une sorte de riposte, une riposte contre l'État profond de la part des patriotes américains qui en avaient marre des cycles de guerre s'était mise en place à l'époque de Trump, donc 2016. 2020, on avait eu autre chose, et 2024, là, on voit que reprend ce mouvement de 2015-2016 très puissant face à une Kamala Harris qui, comme à l'époque d'Obama, ressemble de plus en plus à une candidate factice. Et justement, vous parlez de 2020 et on parle beaucoup des fraudes électorales à cette époque-là, justement dues au vote électronique. Est-ce qu'on attend un peu plus ou moins la même chose en 2024, puisque les Républicains crient cette élection volée depuis 4 ans? Alors, de mon point de vue, pour avoir vraiment étudié la chose, mais à partir de tous les signaux faibles qui étaient sortis à ce moment-là, il est absolument manifeste que les élections de 2020 avaient été volées, grossièrement volées. Il y avait eu, en tout cas, d'énormes atteintes à ce qu'on dirait en français, la sincérité du scrutin. C'était absolument net, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a vraiment, ces derniers temps, plein de choses, par exemple, qui sortent discrètement sur le comté de Maricopa, en Arizona. Mais ce qu'on avait su sur le coup, c'est-à-dire qu'une élection localement dans le comté de Maricopa, qui s'était jouée à quelque chose comme 200 voix, avait été largement pipotée. Il y avait eu des bulletins qui se baladaient de plein de façons différentes. Et si c'était que le comté de Maricopa déjà, mais rien que le comté de Maricopa avait permis à l'Arizona de basculer, qui était un État absolument stratégique, et des phénomènes comme ça, il y en a vu vraiment à plein d'endroits différents. Si on rajoute après les manipulations par site, Dominion, et il y avait une troisième société, il y avait tout un ensemble, et là je l'ai écrit en fait dans un ouvrage qui là pour le coup devrait sortir sur le vol des élections de 2020. Il est absolument manifeste que Biden a été un usurpateur, mais ce qui est intéressant, c'est que les médias français sont encore sur l'ancien narratif, alors qu'il y a eu, au minimum, il y aurait dû avoir des commissions électorales, mais qui en ce moment seulement même ont lieu. On a des éléments sur oui, on s'est aperçu au comté de Maricopa, il y avait des bricoles, il y avait 1200 votes dont on ne savait pas d'où ils venaient, etc. Puis là, par contre, donc, la grande différence, c'est qu'à l'époque, Twitter était réellement entre les mains de l'État profond. C'est-à-dire qu'on voyait les informations sortir, mais surtout, il n'y avait pas de courroie de transmission entre Twitter et les autres médias. Là, la grande différence, et c'est vraiment l'élément stratégique qui a changé, c'est vraiment le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, qui est également son commis. Qui est allié de Trump. Complètement aujourd'hui, et surtout hier est sorti, je crois que c'est vraiment hier qu'il a fait sortir l'idée la première fois, et j'ai mis sur mon X que c'était ça qu'il fallait faire. En fait, il a sorti via X, en fait, une invitation pour les gens qui repéreraient des atteintes manifestes à la sincérité du scrutin, invitation à les mettre sur un réseau X dédié sur X, c'est-à-dire une plateforme citoyenne, de vigilance citoyenne, mais
avec les moyens d'un milliardaire et donc avec les moyens qu'il faut. Sachant que Elon Musk, on dit que c'est un milliardaire, ok, mais c'est avant tout un co-contractant du secteur de la défense du côté Trump. Du côté Trump 2011-2016, c'est-à-dire NSA, DIA et la partie la moins vérolée du FBI et de la CIA contre la partie lourdement vérolée du FBI et de la CIA, très politisée, très manipulée, et avec, et ça c'est dans mon ouvrage sur le vol des élections de 2020, avec en fait un détournement des moyens de l'État, d'ordinaire utilisés pour la sécurité des États-Unis à l'extérieur du monde, y compris pour manipuler des élections, et au moins une quinzaine d'élections, en tout cas disait à l'époque l'ingénieur informaticien chargé de ce système qui s'appelle Hammer, à l'époque, avec plusieurs systèmes combinés, eh bien, c'est des initiés, des lanceurs d'alerte justement de la communauté du renseignement américain, des Snowden dont on a beaucoup moins parlé, disaient ces méthodes-là ont été réutilisées contre le peuple américain à l'occasion des élections de 2020. Et c'était notamment d'autres généraux, général Flynn, on le connaît, mais le général McInerney, du renseignement militaire également, orienté ROEM, renseignement d'origine électromagnétique, qui avait justement produit des entrevues extrêmement intéressantes à l'époque, donc du vol des élections de 2020. Mais je pense, et ça c'est dans mon livre justement sur le vol des élections finales de 2001, c'est qu'à la fin, c'était la victoire des agents de l'État profond et des avocats d'affaires contre les généraux, contre les serviteurs de l'État. Mais cette victoire, en fait, n'est pas récente, elle date au moins de l'entre-deux-guerres. Ça, c'est un autre sujet beaucoup plus lourd, en fait. On s'aperçoit que le système américain est complètement vérolé. Malgré de puissantes réactions patriotiques, on voit que le système est bien tenu globalement par l'État profond, c'est-à-dire les banques, les avocats d'affaires, bien plus que les serviteurs de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui, si on le compare à la Russie, est vraiment notable. On va revenir justement au rôle de l'État profond. Et ma question serait, est-ce vrai de dire que Trump représente le peuple? Là, on simplifie. Et Kamala Harris représente les élites. Et quelles élites? Puisque c'est un déclin, là, les États-Unis d'aujourd'hui sont en déclin. Est-ce vrai de dire ça? Ou on généralise trop? Comme dirait Brancusi, la simplicité, c'est de la complexité résolue. On peut réellement résumer à ça, parce que c'est surtout globalement le retour du bon sens, le retour des emplois à la maison, le retour, en fait, l'inversion de la logique de Wall Street qui a globalement violé les États-Unis depuis 1913. Ça s'est accéléré en 73, 71, 73, puis ça s'est encore accéléré dans les années 80, où Reagan a transformé l'Amérique en casino, c'est ce qu'on ne dit pas forcément. Et avec la crise de 2008, on a vu à quel point les milliards pouvaient pleuvoir sur les banques, tandis que les infrastructures américaines meurent, tandis que les emplois américains sont partis sur volonté de Wall Street. C'est pas les États-Unis, c'est la volonté de Wall Street, en Chine ou ailleurs. Et d'ailleurs, auparavant, avant la Chine, c'était Vodka-Cola, c'était en Russie soviétique. Il y avait des accords comme ça. N'empêche que le retour du bon sens, c'est-à-dire le constat que les infrastructures sont vétustes, que les emplois sont partis, que le peuple américain est abreuvé de drogue et de paradis artificiels et d'une logique de guerre spéciale, c'est-à-dire d'une logique de radicalisation artificielle, de création artificielle de troubles par l'importation massive de migrants. Ça, c'est une stratégie mondialiste. Les mondialistes étant globalement les héritiers d'un certain impérialisme financier, ce que j'appelle la subversion financière internationaliste, c'est-à-dire la logique de Wall Street, de la City, c'est-à-dire que si l'État protège le peuple, par ce qu'on appelle la régulation, le droit de la régulation économique, eh bien, du point de vue des financiers internationalistes, il faut mettre à bas l'État, les barrières étatiques, pour être autorisé à se goinfrer sur le dos du peuple ou à aller toujours chercher une plus-value en faisant travailler toujours plus d'esclaves à gauche, à droite, etc. Ça, c'est le mondialisme, tel qu'il s'est développé depuis 3 siècles, 5 siècles. C'est la famine au sein de l'abondance, disait William Cobbett. Et c'est cette logique-là que Trump a réellement inversée. Et à l'époque, j'en parlais on voit ça dans mon ouvrage sur Charlottesville. À un moment, on a un échange entre Jack Ma et Trump, en fait indirect, où Jack Ma disait à l'époque, on avait un livre, au début, moi, mes profs en avaient parlé, en 2007, c'était Le monde est plat, que c'était formidable, les Chinois allaient faire des t-shirts, l'Occident allait faire des Boeing, ça allait être merveilleux, c'était le progrès. Non, ça, c'est la logique de la fable des abeilles, c'est la logique du XVIIIe siècle, du soi-disant capitalisme merveilleux, le modèle anglais avec les économistes anglais qui étaient plus ou moins des agents d'influence de la City pour faire de l'argent, qui vous expliquaient que le libre commerce, vous savez, c'est merveilleux. Non, le libre commerce viole tous les peuples, et le peuple anglais en premier, dès le XVIe siècle, le peuple français au XVIIIe siècle, le peuple américain entre 1913 et aujourd'hui. Et nous avons parfois une réaction soi-disant populiste, c'est-à-dire un homme d'État qui veut fonctionner comme selon le sens de l'État, c'est-à-dire le sens de la structure de protection du peuple, ce qu'est normalement l'État, quand Lénine ne dit pas trop de bêtises derrière.
Et donc nous avons réellement une restauration, une tentative de restauration de la République américaine au vrai sens historique. Ça, c'est ce que disaient les initiés américains du renseignement militaire, notamment que je traduisais, notamment Steve Petchenik, en 2015-2016. C'est moi qui avais traduit à l'époque les raisons pour lesquelles l'élection n'avait pas été contestée en 2016. C'est-à-dire que juste avant, Steve Petchenik, que je traduisais, avait fait sortir l'affaire Epstein, juste avant les élections, en laissant entendre à Hillary Clinton que s'il y avait contestation, les minutes du FBI avaient commencé à fuiter et on racontait qu'il se passait des choses avec les petits-enfants à New York et ailleurs, Pizzagate et compagnie. Dès cette époque-là, dès juste avant les élections de 2016, c'est moi qui avais traduit Steve Petchenik, qui avait été le premier lanceur d'alerte au sujet de l'affaire Epstein, dont il disait, lui, en tant que juif d'une vraie famille rescapée de la Shoah, pouvait dire « Attention, il y a un gros problème au niveau de la communauté juive américaine, dans sa partie la plus fanatique, d'origine russe, c'est souvent les anciens de la révolution de 1905-1917, qui faisaient prendre des risques terribles à Israël, et on le voit aujourd'hui, mais ce sont ces gens-là qui voulaient créer une perturbation politique, entre autres, en lien avec avant tout l'État profond, c'est-à-dire l'union des banques internationalistes, des pétroliers et du complexe militaro-industriel, mais qui est emmené par les deux premières, c'est pas lui qui gouverne. Donc le rôle de l'État profond a évolué donc, entre 2016 et 2024. Là, en ce moment, l'État profond, c'est quoi? Comment elle agit? Comment elle va agir si elle agonise? Alors, mon pronostic, c'est que par analogie, clairement, à la révélation de l'affaire Epstein en 2016, pour moi, l'affaire P. Diddy est conçue, ou en tout cas est révélée pour jouer la même fonction. C'est-à-dire pour créer une situation dans laquelle Kamala Harris ne va pas contester parce que il y a cette affaire qui est beaucoup trop énorme, qu'on va la menacer de faire sortir en phase finale, et donc ça va se passer posément. C'est la raison pour laquelle il y a des drôles de frémissements. Le WAPO, le Jeff Bezos, qui refusent de prendre parti soudainement, alors que tous ces gens sont des démocrates dans le sens où le Parti démocrate, historiquement, c'est vraiment le parti mondialiste. C'est raconté par le gendre de Roosevelt, Curtis Dahl, qui racontait à quel point ça avait été vraiment le parti, le dada des mondialistes, pour subvertir les États-Unis historiquement. Et en même temps, les républicains ont été pas mal infiltrés par la finance internationaliste ou certains excès de libertarisme. Mais nous avons, ça serait le pronostic le plus logique d'un point de vue des sondages. Mais je vois cependant une autre façon, par analogie à 2020. C'est-à-dire que ça serait au contraire Kamala Harris qui, dans un premier temps, gagnerait officiellement, mais avec une fraude tellement manifeste qu'il y aurait contestation par la suite. Et dans ce cas-là, dans le contexte des manœuvres, premièrement, en ce moment qu'on voit, de la part de l'État profond, des signaux faibles à la fois, typiquement Jeff Bezos, ou des frémissements en se disant Kamala Harris, ça va être compliqué de la faire gagner, etc. Et de l'autre côté aussi, la surveillance justement citoyenne avec moyens milliardaires de l'élection. Je vois qu'il y aurait contestation dans ce sens-là, mais dans ce cas, moi je dis une chose, c'est que Trump est dans un danger total, c'est-à-dire qu'il est très possible que dans cette configuration-là, Trump se fasse assassiner, mais surtout, il y a deux façons d'assassiner. Ça peut être hyper discret. Et si c'est hyper discret, d'un point de vue institutionnel, ça posera problème, le même problème que 2020, c'est-à-dire qu'on va nous dire « Ah, on ne sait pas s'il a été assassiné, vous savez, c'est pas sûr, etc. Il était quand même vieux, etc. Machin, etc. » Mais d'une façon ou d'une autre, il nous ferait une Staline, c'est-à-dire il le ferait sortir gentiment du jeu. Et là, je pense que ça poserait de grands problèmes institutionnels, mais je pense que dans ce cas, il faudrait aller voir du côté des gouverneurs, spécialement de la Floride, Ron DeSantis, mais peut-être trop facile, trop évident, le gouverneur de l'Arizona pourrait être aussi être intéressant, pour différentes raisons qui seraient pour le coup assez anti-woke. Mais en tout cas, j'envisage, donc ma première hypothèse rationnelle serait vraiment que Trump gagne on a landslide, comme diraient les États-Uniens, c'est-à-dire il va gagner dans un fauteuil en français. Mais la logique de l'État profond, c'est quand même de faire gagner artificiellement Kamala Harris, et il pourrait très bien la faire passer en disant voilà, mais avec contestation derrière, il pourrait y avoir une contestation qui perdurerait, et ça laisserait des façons ou d'une autre de sortir Trump discrètement du jeu. Moi, j'envisage vraiment cette hypothèse-là, en étant vraiment dans les intrigues. Peut-être l'État profond surestime tout simplement son pouvoir. On le saura très vite. J'ai écouté pas mal de journalistes, et notamment George Kuzmanovic, qui a fait plusieurs interviews tout récemment. Justement, il était à Kazan-Brix. Et il parlait de l'impérialisme américain, et il a dit que finalement, peu importe, beaucoup de souverainistes ne croient plus. Même si Trump gagne, l'impérialisme américain ne va pas disparaître. Et nous, ici en France, on doit retrouver notre nouvelle doctrine souveraine. Comment faire? Comment finalement, qu'est-ce que la France pourrait faire? Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'elle permet
J'avais dit dès mai 2016, et pourtant j'avais traduit tous les initiés qui avaient été derrière la victoire de Trump en disant dès 2014-2015, dès septembre 2015, que Trump de toute façon allait dévaster Hillary Clinton et que tout s'est passé réellement comme il le disait à l'époque. Alors qu'en 2020, pour moi, celui que je traduisais, notamment Steve Petchenik, que j'espère voir d'ailleurs, avait lancé une opération, sans doute en tant que tête de réseau non lié par le devoir de réserve, pour dire il y avait des bulletins de vote filigranés, c'est-à-dire qu'on sait qui a fraudé, etc. Et vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Trump va être restauré et confirmé en tant que président pour son deuxième mandat. Et finalement, certains réseaux disent que oui, c'est le cas, il n'a jamais cessé d'être président. Pour moi, il est évident que Trump a été sorti du jeu par ce jeu qui a été raconté, qui est raconté justement dans mon ouvrage sur les élections de 2020. C'est vraiment la victoire des avocats d'affaires et des réseaux de l'État profond contre Trump dans ce contexte-là. Mais je disais donc dès mai 2016, quand j'avais vu Wall Street, notamment Goldman Sachs avec Steven Mnuchin et d'autres, se replacer derrière Trump, j'avais dit attention, il ne faut pas trop attendre de Trump, parce que les réseaux derrière ne vont pas lâcher soudainement la logique d'impérialisme qui n'est même pas réellement un impérialisme américain, mais un impérialisme hérité de 1898, l'affaire des Philippines, avec la logique dans laquelle c'est comme l'Empire britannique. L'Empire a été détourné par Wall Street, comme l'Empire britannique par la City, et il y avait une logique qui est extrêmement prédatrice. De même que quand on dit « oui, Trump, par rapport à l'OTAN », non, il ne va pas forcément démanteler l'OTAN, il va juste faire raquer davantage les Européens. C'est ce qu'il disait clairement à l'époque, en 2016. Donc il ne faut pas non plus tout attendre de Trump dans ce sens. Par contre, je pense que nous, Français spécifiquement, avons une influence à mener sur les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus conscience de leur propre histoire. Parce que par certains égards, là ça fait très arrogant de dire ça, très français. Très français. Par certains égards, l'ancienne expertise française traditionnelle, celle qui est quasiment morte aujourd'hui en France, peut apporter certains éléments de compréhension tant aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire que si nous avons notre boulot en France en tant que patriotes et dans une optique de service de l'État, de compréhension de notre histoire, nous pouvons réunifier notre histoire. Nous avons trop de schizophrénie empilée dans l'histoire de France. C'est-à-dire que depuis globalement, on pourrait dire les guerres de religion, sans doute, la Révolution française, Napoléon, pourquoi bien, pourquoi mal, les guerres mondiales, les causes des guerres mondiales, Vichy, la guerre d'Algérie, on a au moins 5 schizophrénies françaises, et en fait il y en a d'autres. Simplement ça fait beaucoup, et quand vous demandez aux Français une vision de leur propre histoire, ils ne sont pas capables vraiment d'en donner une vision, et il y a beaucoup de querelles là-dessus, et beaucoup, je l'ai encore vécu pas plus tard qu'hier, vraiment beaucoup de dissensions là-dessus, parce que nous avons oublié toute une partie de l'ancienne expertise française, qui pourtant est riche d'enseignements à la fois pour la Russie, à la fois pour les États-Unis, mais bien sûr pour la France. Et c'est ce en quoi, si nous la retrouvons, nous pouvons réellement nous livrer, nous la France, dans une optique gaulliste, mais dans une optique plutôt historique française, à une influence positive, comme même à l'époque de Pierre le Grand, d'une façon ou d'une autre, des interactions bien moins arrogantes, parce que la France qui s'est exportée dans le monde avec les Lumières, c'est pas la France, c'est l'anti-France. En revanche, la véritable France traditionnelle avait justement été violée par les mêmes logiques qui ont d'ailleurs 100 ans plus tard violé la Russie et qui ont violé, c'était le général Konstantin Pietrov qui disait « l'URSS a été mise à bas et le même destin a été prévu pour les États-Unis ». Parce que ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent, de même que la France est sévèrement tenue aujourd'hui, mais je pense que nous avons une clé de lecture qui est une guerre universelle contre le patriotisme, qui est liée notamment à la partie la plus fanatique d'un certain judaïsme matérialiste en fait de l'Est que Isaïe critiquait déjà, que Jésus critiquait déjà, qui a eu un grand rôle dans l'histoire russe et aussi dans l'histoire américaine. C'est ce qui est plus ou moins oublié, mais que disent clairement les patriotes américains, notamment le gendre de Roosevelt, Curtis Dahl. Ce que je veux dire en ce sens, c'est que nous avons les mêmes clés de lecture quand on voit Soros qui conspire tantôt contre les États-Unis, tantôt contre Israël, tantôt contre etc. Il y a une logique de guerre universelle contre toute espèce de service de l'État, de sens de l'État, par des financiers internationalistes complètement déviants, complètement extraordinairement mercantiles et matérialistes, qui sont dans le viol des peuples à quelque endroit que ce soit. Et justement, on arrive à regarder donc l'élection en Géorgie, le référendum en Moldavie d'un côté, de l'autre côté donc l'émergence des BRICS. Les États-Unis, quelle lecture ils ont de ces événements? L'État profond, comment elle peut agir vu qu'il y a des élections, il y a des choses, il y a des enjeux. Quels sont les enjeux de cette élection finalement? Ça, c'est extrêmement lié à la façon dont on n'épure pas une administration du jour au lendemain. C'est valable par exemple pour la Russie soviétique, c'est entre le passage de la Russie soviétique à l'autre, mais surtout, ce n'est pas parce que soudainement en 2016 le pouvoir a changé aux États-Unis
que les réseaux diplomatiques américains qui étaient verrouillés depuis des années avaient changé. Et là, je voudrais revenir en fait sur quelque chose qui est très peu compris. C'est typiquement, j'espère rencontrer notamment Roger Stone, qui s'est fait tatouer Richard Nixon. C'est assez drôle. C'est le seul homme que j'ai entendu dire à notre époque la vérité sur l'affaire du Watergate. Officiellement, on nous vend aujourd'hui la panacée du journalisme d'investigation que c'était Bob Woodward et Carl Bernstein à l'époque, c'était la victoire du journaliste d'investigation sur les vilains gouvernements qui trafiquent, qui font des saloperies, etc. Mais que disaient les initiés du renseignement, notamment français à l'époque, juste avant l'affaire du Watergate? Certes, Nixon sera réélu contre notre volonté, mais s'il se rebelle, il sera brisé. L'affaire du Watergate était une grosse manipulation contre Nixon parce que Nixon n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé en 71-73. Quand on a mis Nixon sur le banc de touche, c'est Henry Kissinger, avec certains membres de l'État profond clairement et éminent mondialiste à l'époque, qui a eu les manettes, qui a eu un pouvoir absolument usurpé, mais énorme à cette époque, durant la crise du Kippour, qui a permis de remplacer de fait l'or par le pétrole pour le bénéfice de Wall Street. Et la commission Church après, de 75 donc, a en apparence révélé les turpitudes du gouvernement pour épurer la méchante CIA qui faisait des magouilles. Oui, la CIA faisait des magouilles, mais qui déjà a poussé la CIA à faire des magouilles, ça serait intéressant. Et les réseaux qui ont été épurés de la CIA, on nous dit que ce sont les vilains qui faisaient des magouilles à gauche à droite. Non, c'était les patriotes. Et ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont devenus les subversifs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que progressivement, c'est ce que raconte notamment Robert Baer ou d'autres, c'est qu'ils ont vu la modification progressive de la CIA. Il y a eu la commission Church, puis dans les années Clinton notamment. La CIA, clairement, les vraies compétences patriotiques entre les années 70, 80, 90 ont été remplacées par des gens qui n'avaient plus le sens de l'État chevillé au corps, avec certains excès. Il faut voir le film Les 3 jours du Condor. À la fin, il y a une tirade intéressante, justement. C'est-à-dire le risque que les serviteurs, que les gens du renseignement finissent par être indépendants du pouvoir populaire en disant on fait ça pour le peuple. Donc il y a des moments où on est obligé de faire des magouilles, mais c'est pour le peuple quand même. Sauf que vous pouvez mettre le verre dans le fruit de cette façon-là. C'est un problème universel du qui gardera les gardiens. N'empêche que c'est ce qui a permis la chute de la CIA, dirait Robert Baer, et le remplacement des patriotes par des idéologues qui sont également motivés par de la pure prédation partout. Et ce n'est pas la faute réellement des patriotes. En revanche, il y a eu une énorme tromperie des patriotes à l'occasion de certaines guerres, notamment en Amérique du Sud, pour le compte non pas des États-Unis, mais de Wall Street. On repeignait en rouge en disant « Ouais, c'est des communistes ». Par contre, il y avait aussi de la subversion communiste, mais qui n'était pas vraiment communiste, en fait, qui était internationaliste, en gardant, et là on fait toutes les connexions, en gardant la connexion, c'est que la révolution bolchevique avait été financée depuis Wall Street. Et les patriotes américains s'étaient dit, c'est quand même bizarre qu'on finance des gens qu'on doit combattre au Vietnam et ailleurs, alors que c'est nous qui les finançons. Il y a un problème, en fait. Capcom, ça c'est le mondialisme, c'est-à-dire l'union du capitalisme et du communisme. N'empêche que ça c'est le rêve mondialiste, c'est-à-dire détruire les États en créant des révolutions, en créant des troubles artificiels, et ça fait 5 siècles que ça dure. Parlant des patriotes, des vrais patriotes, l'apparition sur l'arène américaine de Robert Kennedy, un personnage intéressant et très, très, je dirais, nouveau en quelque sorte. Absolument. Est-ce qu'il peut influencer également le cours de cette élection? Alors au minimum, oui, c'est surtout qu'il y a une confluence de, on va dire, des réseaux patriotiques de Trump, de l'héritage des Kennedy qui avaient été justement assassinés par l'État profond pour une triple raison, notamment les grosses magouilles de la mafia à Cuba, l'équilibre des pouvoirs, la guerre du Vietnam que l'on voulait. Derrière la guerre du Vietnam, c'était énormément de trafic, comme durant la guerre d'Ukraine aujourd'hui, de trafic au bénéfice de Wall Street, en jouant sur les accords de Bretton Woods, et également une histoire de bombe israélienne à l'époque. En tout cas, triple raison qui a fait que Kennedy a été sorti du jeu. Et Robert Ford Kennedy après, avec Anne Sirhan, dans un contexte MK ultra bizarre, il ne sait jamais ce qu'il a fait, la façon dont on sort les patsy, les Harvey Oswald et compagnie, pour dire « Ah, finalement, c'est eux qu'on fait, mais après ils se font zigouiller ». Tout ça, on sait, tout ça c'est sorti dans le sens où les initiés savent que ce sont des bizarreries, mais la convergence de Trump et des réseaux militaires, patriotiques, populaires, avec un mouvement absolument historique, malgré les énormes efforts médiatiques. Il y a vraiment 2 États-Unis face à face, mais c'est vraiment l'effet d'une subversion sociétale, notamment médiatique, parce que payée par Wall Street, encore une fois, nous avons 2 États-Unis qui se font face, les États-Unis factices artificiels des médias et les véritables États-Unis, avec toute une grosse partie de la population qui est lourdement désinformée. N'empêche que ce sont les patriotes qui sont armés, donc là-dessus déjà il peut y avoir un changement, mais de fait c'est la seule chose qui préserve réellement les États-Unis aujourd'hui, d'où les efforts de contrôle des armes.
Mais la convergence donc entre les patriotes, entre les réseaux de fait, l'héritage des Kennedy, qui était vraiment un héritage de freiner les quatre fers face à la mafia dans un certain contexte. On dit que le dernier président américain qui a su ce que ces réseaux faisaient, c'était Eisenhower. Juste après, il y a eu Kennedy, on sait comment il a fait terminer. Eisenhower parlait du complexe militaro-industriel, mais l'état profond, c'est pas le complexe militaro-industriel, c'est les deux composantes, les banques, les pétroliers, qui mènent à leur suite le complexe militaro-industriel et qui détournent les patriotes contre, y compris les intérêts à long terme américains, c'est-à-dire en faisant des guerres qui vont créer la détestation des États-Unis, la haine de l'Occident dont parle Jean Ziegler, mais c'est pas la haine de l'Occident. C'est l'Occident détourné qui, en effet, se fait haïr, mais les peuples occidentaux n'ont jamais su. Par contre, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas. Là, il y a un problème. Ils sont lourdement désinformés, mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui s'en fout. Donc là, c'est encore un autre problème. Mais je disais, Trump, Kennedy et Elon Musk. Il fallait juste pas... Et Elon Musk, oui, bien sûr. Supposons, Trump gagne, il est au pouvoir réellement fin janvier. On a donc la guerre en Ukraine qui continue, et là on va rentrer dans la phase hivernale. Ça nous ramène après au printemps 2025. Est-ce que cette élection, finalement, de Trump peut, finalement, cette question que je pose X fois, peut influencer ou peut-être terminer tout simplement cette guerre? Alors, deux possibilités, clairement. Il me semble complètement vraisemblable, en effet, que la guerre soit terminée, que ça se passe de façon commerçante. Ça sera sur le dos de l'Europe, mais là, pour le coup, je pense que dans une logique où la guerre d'Ukraine en fait finance tellement l'État profond que d'une façon ou d'une autre, je pense que cette guerre sera clairement terminée. Par contre, on voit bien, on l'a vu en 2016-2020, à quel point Trump a eu des problèmes, tous les pièges qui lui ont été tendus, les grosses manipulations pour dire oh, c'est un agent russe, c'était de l'agit-prop pour empêcher justement ça, pour empêcher une entente entre les États-Unis et la Russie, comme auparavant entre l'Allemagne et la Russie, même soviétique, même dès avant dès 1891 dans ces eaux-là. C'est toute une affaire de diviser le continent, de créer sans cesse, mais je pense donc vraiment qu'il y a une plausibilité réellement pour que les choses soient déjà entendues pour mettre un terme à la guerre d'Ukraine, avec sans doute des accords commerciaux et des accords par lesquels... Mais je pense que Trump ne sera pas trop mafieux dans cette optique-là, parce que lui a tellement de problèmes de son côté qu'il n'aura pas intérêt, je pense, à brimer la Russie, et qu'au contraire, ça sera une entente de patriotes des deux côtés, c'est-à-dire celle que l'on avait vraiment vue entre 2012 et 2016, c'est-à-dire quand les États-Unis avaient fait passer des informations russes par des canaux allemands ou israéliens vers la Russie pour dire nous ne pouvons pas nous opposer à Obama. C'était les patriotes qui disaient ça, mais voilà ce qui se passe en Syrie, c'est à vous de jouer en Syrie parce que nous ne pouvons plus le faire. Et c'est là où la Russie avait de fait sécurisé la Syrie selon la volonté des futurs patriotes au service de Trump, en tout cas, qui étaient contre l'affaire de Benghazi parce qu'ils savaient que l'affaire de Benghazi, c'était un ambassadeur qui s'opposait à un trafic d'armes via la Turquie au bénéfice de la soi-disant rébellion syrienne, qui était en fait des djihadistes en basket artificiellement créés. Sachant que c'est la France, rappelons-le, qui en 1930 avait dénoncé la création artificielle de ce djihadisme. Xavier de Hautecloque, le cousin du maréchal Leclerc dans Le Turban Vert, qui disait ça dès cette époque-là. Le djihadisme est artificiellement créé, ça fait 5 siècles que ça dure, sous différentes estampillées. N'empêche qu'à l'époque, il y avait une alliance des patriotes, c'est ça notre sujet, et il est très vraisemblable que contre la guerre d'Ukraine, en effet, il y ait cette même alliance. Il y aura encore d'autres pièges, notamment au Moyen-Orient, on voit qu'Israël a encore quelques mois pour s'autodétruire, c'est l'énorme risque. Et nous avons encore une fois en Israël aussi une lutte entre des serviteurs de l'État qui sont circonspects face à la façon dont les néoconservateurs et la partie la plus subversive de l'ancienne communauté juive russo-polonaise depuis New York dit « Ouais, allez, faites la guerre, on va faire revenir le Messie. » Non, mais vous allez surtout sacrifier Israël, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tous les États vont tenter de contrôler ça. Il y a un risque mortel pour Israël en tant qu'entité aujourd'hui étatique, mais il peut y avoir une union patriotique dans ce sens-là. N'empêche que le gros travail sera des réformes financières, la réforme de l'ONU, mais ça, pour le coup, quand on compare avec les BRICS qui viennent de se passer à Kazan, je pense qu'on peut faire le sujet de transition, il y a une volonté de modification du monde qui peut se passer en douceur. Je pense que ça va se passer en douceur. Je pense que l'Europe en sera le dindon de la farce, clairement. Enfin, l'Union européenne, ne confondons pas l'Europe et l'Union européenne. Mais je pense pour autant que ces évolutions sont nécessaires, et ceux qui vont se retrouver gros gens comme devant, ce sont les gens les plus désinformés, donc les Français et les Allemands, n'en parlons pas. Mais je dis qu'il y a eu une opération psychologique de retournement des opinions publiques européennes, spécialement françaises, allemandes, danoises, suédoises, qui étaient opposées à la guerre d'Irak de 2003, qui étaient pour cette alliance franco-germano-russe, opposées aux guerres illégitimes du mondialisme. Et ce sont ces gens-là qui se sont fait retourner en 20 ans par les affaires Charlie Hebdo ou d'autres choses, et également par une massive propagande aujourd'hui. Néanmoins, je pense que la sagesse peut revenir partout.
mais en fait une union transnationale des patriotes, comme on la voit clairement depuis 2011-2012, depuis 2015-2016, malgré l'affaire du Covid. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir d'une façon, je suis très idéaliste là-dessus, mais parce qu'il faut pousser dans le bon sens. Mais c'est en bénéficiant, je pense, les uns des autres de certaines expertises, et en étant en tant que Français beaucoup plus lucide sur notre histoire, ce que l'on a exporté de la France, surtout après la Révolution française, c'est le pire du pire de la France, c'est-à-dire l'anti-France, avec une grande responsabilité dans la révolution bolchevique, et de mauvaises clés de lecture aujourd'hui de nos médias contre les États-Unis. Je pense que... Espérons-le, informons-nous et on va vous attendre après donc, votre voyage. On vous souhaite un très bon voyage aux États-Unis. On attend vos publications. Et merci Jean-Maxime de maintenir le dialogue franco-russe. Voilà, je vous remercie également. Et donc j'espère donc en Floride rencontrer des gens que je traduis, notamment Steve Pechenik. J'espère également traduire Roger Stone et Michael Flynn, que je vais avoir l'occasion sans doute de rencontrer. En tout cas, je vais me retrouver au plus près de ces réseaux-là. Et l'idée n'est, attention, l'idée n'est pas l'idolâtrie. C'est comme ce que je disais sur Trump. C'est vraiment se garder de toute espèce d'idolâtrie. Les appareils d'État bougent lentement. La subversion dure depuis des années. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut la mettre en échec. En revanche, avec les bonnes clés de compréhension, on peut faire beaucoup de travail en très peu de temps avec assez peu de moyens, en fait. Parce que les idées justes n'ont pas besoin d'argent pour être servies, mais elles ont besoin d'être diffusées. D'où l'importance d'Elon Musk. Je vous remercie vraiment pour votre invitation et voilà, qui vivra verra pour la suite. Exact. Merci beaucoup.